Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire, c'est Guillaume Richard, le président de WeCare, leader français du service à la personne, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. Il publie notamment un manifeste pour revaloriser les métiers du care. Auparavant, je reçois Pablo Kuhlmann, directeur France d'Onlogist, leader européen du transfert de véhicules individuels. On va découvrir ce secteur, voir comment il limite son impact. Dans notre débat, on parlera démographie et climat. La notion de bombe démographique est-elle pertinente? Quel serait l'effet d'une baisse de la natalité mondiale sur le réchauffement? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Happy et ses supérettes en libre service installées en zone rurale. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Pablo Kuhlmann. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur France d'Onlogist, leader européen du transfert de véhicules individuels. Alors, on va commencer par un peu de pédagogie. Si vous suivez notre émission régulièrement, vous savez que j'aime ça. Peut-être tout simplement définir votre métier, votre activité. Que recouvre ce terme, la transfert de véhicules? Le transfert de véhicules, tout simplement, c'est, comme le nom le dit, de transférer des véhicules d'un point A à un point B. Ouais. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des grandes flottes, qui ont besoin de transférer leurs véhicules. Ça peut être des loueurs de véhicules, les entreprises de leasing, mais aussi des garagistes et des concessionnaires. Et ils font recours souvent à des chauffeurs indépendants pour justement faire transférer les véhicules et comme ça gérer leur flotte. D'accord. C'est des véhicules individuels dont on parle, hein, c'est ça? Oui, normalement, oui. Ouais. Mais ça peut être des poids lourds. Ah, ça aussi. peut être des poids lourds Oui. aussi. On peut transférer des Poids lourds par des chauffeur, poids lourds. ouais. Bon, voilà, on croise ça sur les routes de temps en temps. Est-ce que c'est un secteur, et on va rentrer ensuite dans ce qu'est le métier et ce que sont les forces d'Onlogist, mais est-ce que c'est un métier assez peu digitalisé, ou en tout cas qu'il était assez peu avant qu'Onlogist arrive? Oui, tout à fait. Il y a quelques années encore, c'était un travail assez manuel. Il y avait quelques entreprises qui avaient leurs chauffeurs salariés, Oui. qui faisaient ça en manière manuelle, en communication directe avec les entreprises qui ont besoin de transfert. Ouais. Et donc, ils faisaient recours à des appels, qui envoyaient des factures, donc des process vraiment très manuels à l'ancienne. Et nous, justement, on veut digitaliser tout ça pour créer des process plus efficaces, plus transparents, plus rapides. Ouais. Onlogist, c'est un groupe allemand, c'est ça? Exactement, oui. Qui arrive à peine sur le marché français. Quel potentiel vous voyez sur le marché français aujourd'hui? Le marché français est un marché important parce que on s'est lancé en Espagne il y a 2 ans. On est actif, bien sûr, en Allemagne depuis une dizaine d'années. Donc, avec la France, ça crée un axe européen et je pense que vraiment, cet axe européen, c'est très important pour nos clients. Beaucoup de nos clients, surtout notamment justement les entreprises de location et les entreprises de leasing, sont des entreprises internationales. Donc, elles ont besoin d'avoir des solutions communes sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays. Et voilà, nous, on veut être présents sur les plus grands marchés européens pour pouvoir... Ce que je proposer. comprends, là, je vous écoute avec attention, c'est que c'est aussi un marché clé parce que la France, alors c'est la géographie qui veut ça, mais la France a une position géographique très centrale, quoi, d'une Oui. certaine façon, en Europe. Tout à fait. C'est-à-dire que vous passiez par la France sans être sur le marché français déjà, ou pas forcément? Non, on est passé, on a commencé en Espagne, comme je le disais, principalement parce que notre PDG il parle espagnol. C'est un peu ce qui a fait en sorte qu'il a choisi l'Espagne comme prochain marché. Mais oui, comme vous le dites, le marché français est un marché clé parce qu'il est très central en Europe. C'est un grand marché avec beaucoup de véhicules, beaucoup de besoins, mais aussi beaucoup de concurrence. Il y a déjà des entreprises de transport, de transfert de véhicules, mais qui, d'après nous, sont moins digitalisées, moins efficaces que notre solution. Et alors justement, qu'est-ce qu'elle apporte votre solution à vos clients? Si on compare, allez, je vais être un peu caricatural, mais le système à l'ancienne, on va remonter une dizaine ou une quinzaine d'années en arrière, ou ce que certains font encore aujourd'hui, et le système que vous proposez, quels sont vos atouts? Nous, en fait, la différence entre les autres solutions et la nôtre, c'est que nous, on fait recours un peu à cette manière d'ubérisation de ce marketplace. On met directement en relation les prestataires de transport et de l'autre côté, les entreprises qui gèrent les flottes, ce qui
supprime l'intermédiaire entre les deux pour un rapport plus transparent, plus direct, plus efficace. Est-ce que ça veut dire que ça coûte moins cher, un peu moins cher à ceux qui font appel à des entreprises de transport, de transfert de véhicules? Oui, en moyenne, ce qu'on voit dans les marchés sur lesquels on est actif, c'est qu'on est en moyenne environ 30% moins cher que la concurrence parce que justement, il y a ce rapport direct. Parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Il y a moins d'intermédiaires, pas de prime de risque à rajouter pour les intermédiaires, tout ça. Donc, nous, il y a un business assez clair avec une commission qui est connue, donc qui est de 15% d'ailleurs. Donc, on sait à quoi s'attendre, c'est très transparent et c'est moins cher, oui. Ouais. Votre modèle économique, c'est cette commission de 15%? Exactement, c'est tout. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, on va parler évidemment de l'impact de votre activité, notamment l'impact carbone. Chaque trajet va avoir un coût en carburant, en temps de travail, en émissions de CO2. Déjà, quand l'entreprise a été créée, en Allemagne, vous avez dit il y a une dizaine d'années, c'est ça? Oui, 2014. Ouais, 2014. Il y a déjà cet enjeu en tête ou pas forcément, ou il arrive un peu plus tard? Non, l'enjeu, il est bien sûr, il a été en tête dès le début. Oui, c'est toujours important. On a mis en place assez rapidement aussi des outils de tracking pour vérifier en fait la conduite des convoyeurs, des chauffeurs indépendants, justement. Principalement aussi parce que les clients le demandent. Et l'impact écologique est important, non seulement... il y a deux impacts différents, je veux dire, deux influences. D'un côté, on aide on aide en fait à autoriser, à faire la mobilité de demain une réalité. Donc tout ce qui est... Alors, on va regarder un peu les différents leviers qui expliquent le fait qu'on va peut-être moins consommer de carburant et donc améliorer le bilan carbone d'une activité comme la vôtre. Alors, il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire le suivi, la conduite des conducteurs. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'on apprend à conduire, à éco-conduire en quelque sorte? Oui, on fait une formation justement qui est obligatoire pour tous les chauffeurs qui utilisent notre plateforme. En fait, dès qu'ils s'inscrivent dans notre application, ils sont obligés de suivre une formation avant de pouvoir accepter des missions dans laquelle on leur dit aussi, bien sûr, de faire attention à la conduite. Et les voitures des clients, en fait, c'est bien sûr, ils font attention, les clients, donc ils veulent aussi que les chauffeurs font attention. Et ça, bien sûr, ça entraîne aussi une conduite modérée. Il y a aussi une logique de mutualisation, c'est ça? Alors, je pense que l'outil numérique permet de mieux mutualiser, de regrouper les transferts de véhicules? Exactement, c'est l'autre aspect auquel je voulais venir tout à l'heure. On peut, les deux parties, les clients comme les chauffeurs, peuvent mutualiser et enchaîner des transferts pour éviter des trajets à vide. Parce que chaque trajet évité, bien sûr, a le meilleur bilan carbone. Et donc, s'ils enchaînent des missions, en fait, ils peuvent éviter de devoir rentrer en train, en bus, en avion, parce qu'ils peuvent justement faire des boucles, en fait, en enchaînant plusieurs missions. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des véhicules de plusieurs clients différents sur un même camion? Ou pas forcément? Sur un camion aussi, oui. Ouais. On fait des camions aussi, mais normalement, principalement, c'est la conduite individuelle directe. Donc, sur la route, le chauffeur est conduit... c'est le chauffeur lui-même qui conduit le véhicule? Exactement, oui. Et donc... par exemple, s'il y a une voiture qui doit aller de Lyon à Marseille, ensuite une deuxième qui doit aller de Marseille à Toulouse et de Toulouse de nouveau à Lyon. J'ai compris. Le convoyeur, justement, il peut enchaîner ses missions de 3 clients différents et ça lui évite de prendre l'avion et le train pour rentrer chez lui. Il y a une logique de géolocalisation aussi, si on essaye de tirer un peu tous les avantages des outils numériques. Oui, la géolocalisation, elle fait partie de l'application. En fait, on suit toujours en temps réel la position du conducteur pour traquer non seulement sa position, mais aussi sa vitesse, pour faire attention à ce qu'il ne conduise pas trop vite, bien sûr, qu'il respecte les limites de vitesse, ce qui, bien sûr, est important pour un impact écologique aussi. C'est une demande aux clients de réduire au maximum l'impact environnemental des trajets, puissent eux aussi l'intégrer à leur bilan carbone? En partie, oui. Bien sûr, ça dépend des clients. Je pense qu'un garagiste qui veut juste offrir un service au client pour faire ramener son véhicule chez lui après un service,
ça l'intéresse moins qu'une grosse entreprise de leasing, bien sûr. Avec les types de clients différents, il y a des besoins différents, bien sûr. Mais on travaille aussi sur une solution. On aimerait bien calculer l'impact. Le problème, c'est qu'on n'a pas les données du véhicule, mais que la position du GPS. Mais on essaye d'intégrer une solution pour estimer, pour calculer l'impact carbone plus directement. Est-ce que les outils d'intelligence artificielle sont déjà intégrés à la solution Logist, ou est-ce que ça fait partie des progrès éventuels à l'avenir? Bien sûr, c'est un progrès auquel on doit suivre. En fait, c'est très important d'intégrer. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités aussi de suivre la qualité des chauffeurs sur la plateforme, parce que bien sûr, c'est important de voir comment est-ce qu'ils se comportent. Mais de l'autre côté aussi, bien sûr, je pense que ça pourrait être une très bonne solution pour traquer l'impact écologique des trajets, des transferts. Mais on l'utilise déjà en partie pour essayer de matcher en fait les convoyeurs avec des missions. Pour leur proposer. Dernière question, comment vous voyez évoluer cette activité? C'est une activité assez ancienne finalement. Je posais une première question en disant je ne connais pas trop le secteur, mais c'est finalement assez ancien et assez simple. Est-ce qu'il y a une évolution qu'on peut anticiper, et comment vous la voyez, cette évolution du métier? Je pense que l'évolution principale, là, c'est de créer une solution pan-européenne ou vraiment internationale qui est présente dans tous les marchés pour en faire vraiment... comme toutes les applications qu'on connaît pour les vacances, pour les transports, tout ça, pour vraiment pour créer une solution simple, efficace, que tout le monde connaît, un recours standard, pour rendre les process plus efficaces dans le transfert de véhicules. Merci beaucoup Pablo Kuhlmann, et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci d'être venu nous parler d'OnLogist. On passe à notre débat, les liens entre démographie et climat. L'augmentation de la population mondiale représente-t-elle un danger pour le climat? Voilà la question à laquelle on va répondre avec mes invités dans ce débat. Emmanuel Pont, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorant en démographie et climat à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et Bastien Drude, bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable de la stratégie et des études économiques de CPRM, une filiale d'Amundi. On va regarder tout simplement le chiffre, ce que représente la population mondiale en 2024, 8,16 milliards d'humains. Emmanuel Pont, déjà, le constat, est-ce qu'il y a une augmentation régulière et continue et à venir de la population mondiale ou pas? Alors, il y a une augmentation régulière. On est une population qui gagne aujourd'hui environ 1 milliard d'humains tous les 12 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est une croissance qui ralentit fortement, en particulier dans la plupart des pays, des continents du monde. On a une natalité qui est relativement faible, qui est en dessous de 2 enfants par femme, et donc la population aura tendance à long terme à se stabiliser, même dans des pays comme l'Inde, qui est passé sous les 2 enfants par femme. Et aujourd'hui, il reste une croissance de la population, principalement en Afrique. Ça veut dire qu'on va atteindre une sorte de plafond en quelque sorte? Tout à fait. Il y aura un plateau qui devrait être entre 10 et 11 milliards d'habitants et qui sera atteint entre 2050 et 2100. Et après, la population va se stabiliser ou diminuer lentement. Bastien Drude, déjà, pourquoi vous êtes là? En quoi la... Non, mais c'est vrai. En quoi la démographie, au-delà de la blague, en quoi la démographie intéresse une structure comme la vôtre? Alors, la démographie, c'est fondamental pour une société de gestion. Pourquoi? Parce qu'on retient généralement dans la théorie économique que la croissance de la population, c'est l'un des moteurs de la croissance économique. Et la croissance économique, c'est elle-même l'un des déterminants de l'évolution des marchés financiers. Donc, pour une société de gestion, bien comprendre la démographie, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que là où je travaille, donc CPRM, c'est une société de gestion qui est spécialisée, dont l'une des spécialités est la gestion thématique. Donc on va... Vous avez des fonds qui sont thématisés, qui sont liés à la démographie? Exactement. Donc des fonds qui sont liés aux grandes méga tendances. Donc il y a évidemment les phénomènes démographiques, à la transition énergétique, par exemple, où il y a les disruptions technologiques. Et on a, par exemple, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, un fonds qui va s'intéresser aux valeurs qui peuvent tirer parti du vieillissement de la population. Donc, on peut avoir, par exemple, de la recherche pharmaceutique ou des équipements médicaux. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'intéresse de près au phénomène démographique. Vous avez publié, Emmanuel Pont, il y a 3 ans, je crois, ce livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» La réponse? Plutôt non. C'est plutôt non. On va être
on va être modéré dans la réponse. Pourquoi plutôt non? Pourquoi plutôt non? Alors déjà, parce que c'est vrai qu'être un peu plus, c'est toute chose égale par ailleurs, polluer un peu plus. Et donc, on ne peut pas dire qu'une vie n'a pas d'impact. Après, pourquoi plutôt non? Parce que que ce soit à l'échelle globale, donc des politiques de population, ou à l'échelle individuelle des choix et de l'impact qu'aurait son propre enfant, il y a beaucoup de marge de manœuvre, notamment sur dans quel monde on vit, comment on vit. Finalement, c'est ça qui fait la différence, quelle que soit la population, qui est en partie fixe. On a des échéances pour le climat qui sont, par exemple, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2050, on est beaucoup trop tard beaucoup trop tard maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour que la population ait un impact. Par exemple, un enfant né maintenant, il va travailler, donc produire dans 25 ans. Et donc là, c'est pas le levier qui va permettre. Ah non, c'est pas ça. Aujourd'hui, les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous autres adultes qui avons une part de pouvoir dans notre monde, pour réduire rapidement les émissions. L'augmentation dont on parlait aujourd'hui, elle vient principalement du continent africain. Oui. Et alors évidemment, il faut rappeler quelques évidences, mais un enfant africain, un enfant européen, il ne va pas consommer et donc émettre de la même façon. Alors évidemment, quand on prend des chiffres d'émissions, l'enfant africain, il est entre 10 et 100 fois moins que l'enfant européen. Et quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des pays qui ont plus de 3 enfants par femme, c'est 3% des émissions mondiales. Alors, c'est vrai que sur tous les problèmes globaux, ça compte pour rien. Pour des problèmes plus locaux, qui peuvent être de déforestation, d'usage des terres, de limite d'accès à l'eau, la population locale a des enjeux environnementaux, mais qui sont différents politiquement. C'est-à-dire que politiquement, le climat, c'est globalement les pays riches qui détruisent le climat des pays pauvres, qui en sont les principales victimes, pays pauvres à la principale natalité. Les questions écologiques locales, c'est un problème local qui doit répondre à des enjeux politiques locaux. Votre avis, même question, un peu, Bastien Drut, est-ce que quand on affirme qu'on va régler le problème du climat par la démographie, on prend l'équation dans le mauvais sens, d'une certaine façon? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. On n'émet pas du tout de la même façon selon qu'on se trouve, l'endroit où on se trouve sur la planète. Si on prend le cas de l'Inde, qui est le pays le plus peuplé actuellement, un Indien moyen va émettre 6 fois moins qu'un Américain moyen. Et si tous les Indiens émettaient de la même façon que les Américains, les émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial seraient augmentées de 50%. Donc là, on a vraiment un problème de modèle. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et puis, on peut l'expliquer par certaines dérives sectorielles, quelque part. Si on prend le cas du secteur du transport aux États-Unis, là, on a vraiment un secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre. Rien que le transport aux États-Unis, ça émet plus que n'importe quel pays dans le monde, à l'exception de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Donc on a une utilisation massive des transports aux États-Unis, puis une utilisation qui est extrêmement carbonée. Donc là, on a vraiment un secteur qui pose problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et après, un autre secteur qu'on pourrait, entre guillemets, incriminer, c'est celui, par exemple, du secteur énergétique en Chine. Le secteur énergétique en Chine, c'est 12% des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pointer la Chine du doigt en disant « Ah, c'est à cause des Chinois ». Mais non, en fait, c'est un petit peu l'affaire de tous, parce que ces émissions du secteur énergétique en Chine et du secteur industriel aussi en Chine, c'est pour produire des biens qui vont être exportés dans le reste du monde. Et d'ailleurs, ces exportations de produits chinois ont très fortement augmenté sur les dernières années. Et là, tous les ans, la Chine exporte 4 000 milliards de dollars de biens dans le reste du monde. Et quelque part, ces émissions de la Chine pour le secteur industriel et énergétique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est vraiment lié au mode de consommation global dans le monde. Emmanuel Pons, le concept de bombe démographique qu'on entend, qui est aussi un outil politique, on va dire les choses comme elles sont, comment vous le recevez, comment vous le décortiquez, et est-ce qu'il vous semble avoir un minimum de sens? Alors, c'est un livre, c'est le titre d'un livre publié par Paul Ehrlich
en 68, qui était un des grands premiers best-sellers de l'écologie. Et Paul Ehrlich s'inquiétait que l'explosion de la population dans les pays en développement soit une catastrophe, se traduise par des famines, par la victoire de l'URSS et toute autre chose horrible. Rien de tout ça ne s'est passé. Il y a eu la Révolution verte, il y a eu plein de choses, alors qui n'a pas été si verte que ça, mais voilà. C'est un terme qui est très problématique parce que, comme le réarmement démographique ou tout autre terme qu'on colle sur la démographie, on oublie que derrière la démographie, il y a des gens, que la population, c'est vous et moi. Et que quand Paul Ehrlich propose de laisser mourir les gens dans les pays pauvres parce que de toute façon ils sont condamnés, c'est bien des individus dont il s'agit derrière. Et on s'est rendu compte que cette bombe démographique, la population, comme on pouvait s'y attendre, a augmenté dans les pays en développement. Ils ont fait leur transition démographique, c'était absolument attendu. Aujourd'hui, les grands problèmes écologiques de l'humanité, ils viennent pas de ces pays-là, ils viennent des pays riches, à la natalité beaucoup plus faible, et qui n'ont rien fait depuis 50 ans, ou très loin de faire assez en tout cas. Oui, mais il y a déjà aujourd'hui des réfugiés climatiques, et si on ne change pas foncièrement notre modèle économique, il y en aura encore plus. Bien sûr, il y aura des réfugiés climatiques. Il y en a toujours eu, d'ailleurs. Il y a des chiffres, exactement. L'humanité, depuis ses débuts, migre. Il y a ce terme de homo migrans de Jean-Paul Demoule que j'aime bien, c'est que l'humanité a toujours migré jusqu'à ce qu'on délimite des lignes invisibles, des lignes imaginaires qui bloquent les gens. Il y aura des migrations climatiques. Il y a des chiffres un peu fantaisistes qui circulent de centaines de millions de migrants. En pratique, les migrants qui seront sûrs, il n'y en a probablement pas tant que ça parce qu'il y a des marges importantes d'adaptation, de migration à courte échelle, etc. Donc le nombre de migrants et la manière dont ils vont être accueillis, c'est un choix qu'on a globalement en tant que société ce n'est pas décidé. Et je pense par ailleurs qu'en tant que pays riche, on a une responsabilité d'accueillir des migrants climatiques qui sont la cause, dont nos émissions sont la cause. Est-ce que vos clients vous demandent d'anticiper sur est-ce qu'ils vous disent, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de réfugiés climatiques? Est-ce que la France sera le principal? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Votre métier, c'est l'anticipation d'une certaine façon. Oui, mais on n'a pas encore beaucoup de questions sur les migrations internationales. Ça, c'est pas encore un sujet qui est vraiment dans notre périmètre. Ce sur quoi vous travaillez le plus aujourd'hui, c'est plutôt le vieillissement? Oui, le vieillissement, la transition et transition énergétique aussi, évidemment, parce que c'est absolument une nécessité d'avoir cette transition énergétique quand on voit l'évolution des catastrophes climatiques et autres. Quand vous parlez de vieillissement, est-ce que ce n'est pas un enjeu principal en Europe aujourd'hui, plutôt que de se poser la question du nombre de réfugiés climatiques qu'on va avoir dans 30 ans, quoi? C'est effectivement une bonne question, le lien entre le vieillissement et puis le changement climatique. Il y a des études qui existent qui montrent que le pic d'émissions par habitant, il est généralement atteint vers une 60aine d'années. Ce sont des estimations et qu'on peut remettre en cause. Donc je serai à l'âge où j'aimais le plus. Possiblement. Bon, maintenant, vous savez mon âge. Mais ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Le mode de vie des seniors ne va pas être le même en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Ça, c'est très, très clairement. Ça dépend vraiment du niveau de vie des seniors. Si on prend le cas des États-Unis, on a quelque chose qui est assez extrême. Les plus de 55 ans aux États-Unis détiennent à peu près les 3/4 du patrimoine national. Donc, ils ont un niveau de vie qui est très important. Et donc là, il peut y avoir un lien qui peut être fort entre le vieillissement de la population et puis les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est une possibilité, mais ça dépend vraiment, évidemment, des pays. Et puis, pour terminer, je dirais que au-delà des estimations dont on vient de parler, il y a un fait, c'est qu'il y a des inégalités climatiques au niveau générationnel, que les enfants qui naissent aujourd'hui ont un climat qui est beaucoup plus dégradé par rapport aux générations précédentes, ce qui nous oblige quelque part à cette transition démographique, cette transition pas démographique mais énergétique, parce qu'on a vraiment une dette finalement environnementale et climatique par rapport aux générations qui naissent aujourd'hui. Pour conclure, Emmanuel Pons, c'est évidemment une question de mode de vie avant d'être une question de migration ou d'influence démographique. Alors, bien sûr, mais quand on dit mode de vie, c'est de manière plus large, la société, l'économie, la culture, c'est tout un certain nombre de phénomènes dont on se rend compte que si on était moins, ils seraient les mêmes.
On pourrait donner un coup de baguette magique et être 2 fois moins sur Terre et se dire ça serait plus facile. Et effectivement, sur le papier, ça serait plus facile. Sauf qu'en fait, on serait toujours dans un monde inégalitaire où globalement, c'est la pollution des riches qui atteint principalement les pauvres, où on fermerait pas la moitié des puits de pétrole, où on aurait une culture de la surconsommation, où on aurait des raisonnements court-termistes ou des raisonnements égoïste, parce que chacun a intérêt à avoir son intérêt et à avoir causer le plus de pollution qui, de toute façon, va avoir des effets distribués et à long terme. Donc tout ça, qu'on soit plus ou moins, c'est exactement les mêmes problèmes. Et c'est là que sont les grandes questions, les grands débats et pourquoi on n'y arrive pas. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler de service à la personne. C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de WeCare, entreprise fondée en 1996. Le chiffre d'affaires 2024, près de 500 millions d'euros, 23 000 salariés, dont 3 000 à l'étranger. Comment va l'entreprise? Je pourrais commencer par ça. Vous êtes en croissance. Si on regarde le chiffre d'affaires 2024 par rapport à 2023, 2022, c'est une croissance assez régulière. Oui, c'est une croissance qui est forte, portée par l'ensemble de nos métiers. Donc, WeCare, c'est un groupe qui comprend aujourd'hui 16 marques différentes, dont O2 est la plus connue, mais il y a aussi IAPEF, il y a la Compagnie des Lavandières, il y a France Présence, etc. Ça, ce sont pour les marques en France. Interdomicilio, Bonadea, en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Et donc, le groupe est porté à la fois par la dynamique du secteur, notamment sur l'accompagnement de la personne âgée, où avec le vieillissement de la population, nous avons un boulevard pour les dizaines d'années qui viennent, parce que ce choc démographique, il est certain, il est documenté et il est en train de se produire. Et puis, il y a aussi sur même des métiers comme le ménage, l'entretien de la maison ou l'entretien du jardin, il y a une volonté de plus en plus importante des Français de déléguer des services pour lesquels ils se sont rendus compte que faire appel aux autres, c'était être mieux servi que par soi-même. Parfois, c'est mieux en fait de déléguer. Si je réfléchis à mon jardin, par exemple, j'en suis sûr que ce sera beaucoup mieux fait par des professionnels. Le point commun de vos métiers, de vos marques, c'est le service à la personne. Le point commun, c'est l'attention portée aux autres. L'attention portée aux autres. C'est le cœur de notre métier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle WeCare. Avec le jeu de mots, alors le OUI écrit en français, ça donne un caractère affirmatif, ça donne un caractère français, mais en même temps, ça se prononce comme le oui, W-E anglais. Nous, WeCare, nous portons attention. Et c'est vraiment le cœur de notre métier et qui, derrière, va être décliné dans l'entreprise à mission que nous sommes devenus, parce que c'est vraiment le point commun, porter attention à nos clients. Et pour porter attention à nos clients, d'abord porter attention à nos collaborateurs. On va y revenir sur ce choix de devenir une entreprise à mission, mais peut-être restons d'abord sur l'ambition. Vous avez déjà des marques hors de France. Vous avez une ambition mondiale, européenne? Alors effectivement, ça peut paraître un peu surprenant, mais il y a, en 2005, il y a 20 ans, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Notre premier concurrent était un Américain, ServiceMaster, faisait 3,5 milliards de dollars. Et nous, du haut de nos 250 000 euros de chiffre d'affaires, on s'est dit, notre ambition, c'est de devenir numéro 1 mondial. Déjà à l'époque, vous disiez Déjà ça. À l'époque, et vous pouvez retrouver les interviews de 2005-2006. Je vous fais confiance. Où on explique que notre ambition, c'est de devenir numéro 1 mondial. Mais comme on est aussi des gens réalistes, ambitieux, mais réalistes, on s'est donné 30 ans pour devenir numéro 1 mondial, 10 ans pour devenir numéro 1 français, 20 ans pour devenir numéro 1 européen, 30 ans pour devenir numéro 1 mondial. Est-ce qu'aujourd'hui on est numéro 1 français? C'est très clair. Est-ce qu'on est numéro 1 européen? C'est pas si clair parce que les statistiques au niveau européen ne sont pas vraiment partagées et hyper fiables. En tout cas, on fait partie des 3 premiers. D'accord. Est-ce qu'on sera numéro 1 mondial dans 10 ans? C'est sûr. Et c'est ce à quoi je m'attelle tous les jours. Faire en sorte que la qualité de vie à la française puisse s'exporter à l'international. Ça passe forcément par des rachats de concurrents? Ça passe forcément par des rachats de concurrents, ça passe aussi par de la croissance organique, qui peut être de 2 types. Soit on développe notre propre agence, notre propre marque, nous-mêmes
soit on le fait par des partenaires franchisés. La franchise est aussi un élément qui est hyper important dans notre modèle parce que ça permet d'accélérer, puis ça permet d'embarquer des entrepreneurs avec nous dans notre projet et ne pas que ça soit exclusivement le projet d'une équipe française ou de quelques entrepreneurs en France. Ouais. Cette rubrique, elle s'appelle « Prêt pour l'impact ». Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour l'impact? Et puis surtout, quand vous employez le mot impact, vous pensez d'abord impact sociétal, impact social, avant de parler de l'impact écologique? Je pense à tous les impacts et aussi impact économique. Parce qu'il y a un point qui me semble fondamental, c'est que l'impact social, sociétal, environnemental ne doit pas se faire au détriment de l'impact économique. L'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. Et si vous regardez le logo de WeCare, c'est un cœur et une maison. Et la maison qui représente l'aspect économique, parce que c'est là où on fait nos services, les services à domicile, est rejoint dans le cœur qui est le sens, qui rejoint dans la maison, qui rejoint dans le cœur, qui rejoint dans la maison, qui rejoint, etc. Et c'est la performance économique permet de financer le sens, qui accroît la performance économique, qui finance le sens, qui accroît la performance économique. Et vouloir dissocier l'un et l'autre est, à mon avis, est à mon sens, la plus grande erreur qu'on peut commettre, parce que derrière, on se dit, bah oui, je vais faire de l'impact. Je vais faire juste de l'impact en disant, mais c'est de l'impact exclusivement environnemental, social ou sociétal. Non. Il faut que ça soit aussi un impact économique, parce que c'est l'impact économique qui va financer, et c'est la qualité et le sens que vous allez donner à votre action qui va faire aussi que vous allez être plus performant. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Allez-y. Dans notre métier, on intervient systématiquement au domicile de nos clients. Et donc, le déplacement pour aller chez nos clients est quelque chose qui est inévitable. Et on peut agir sur ces déplacements pour les réduire au maximum, pour travailler sur la qualité des plannings de nos intervenants. Et quand on fait ça, on va réduire le nombre de kilomètres, on va donc réduire l'impact écologique, on va réduire aussi les frais dépensés. Et on va réduire le niveau de pénibilité et de risque pour nos salariés parce qu'ils vont passer moins de temps dans leur voiture, dans le transport. Et donc, on voit bien sur cet exemple... Les trois objectifs sont liés. Quoi. Absolument. Ouais. Et quasiment systématiquement, en fait, vous avez un lien entre le sens et la performance. Et si je n'ai que le sens, à ce moment-là, autant faire une ONG, une association. Ouais. Si je n'ai que la performance, je n'aurai pas la durabilité, je n'aurai pas la soutenabilité, je n'aurai pas les choses qui peuvent durer dans le temps. Il faut que ça soit sens et performance. L'un au service de l'autre, qui est au service de l'un, qui est au service... Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais ça veut dire que dans vos métiers, par exemple, prendre une décision, c'est peut-être vrai pour plutôt d'autres secteurs et d'autres entreprises, mais il y a des décisions qui vont coûter d'abord de l'argent pour réduire son impact environnemental, qu'il n'y aura pas de retour sur investissement rapide, etc. etc. Vous cherchez quand même un retour sur investissement rapide quand il y a une décision qui permet de faire baisser l'impact environnemental? Le retour sur investissement, il existe. Et donc, après, il peut être soit rapide, soit à moyen terme, soit à plus long terme. Mais à chaque fois, on va se poser la question de comment est-ce que ça améliore la performance économique. Et ça peut améliorer la performance économique sur du plus long terme. Par exemple, quand je vais travailler sur des techniques qui vont me permettre d'avoir un moindre impact écologique, je vais améliorer mon image. Et l'image, ça a un impact à moyen, long terme. Mais ça va avoir aussi un impact. Et je vais améliorer mon image marque employeur, mais aussi par rapport à mes clients. Et donc, il faut à chaque fois se poser cette question. Et comment est-ce que j'oriente les choses? Et puis, je priorise aussi en fonction de ce qui a le plus d'impact social et d'impact économique ou d'impact sociétal ou d'impact environnemental. Quelques chiffres, cette étude que vous avez commandée au cabinet Occurrence sur les Français et les services à la personne. 7 Français sur 10 apprécient les professionnels des services à la personne. Et alors c'est intéressant, 27% des utilisateurs de ces services éprouvent un sentiment
de culpabilité. Voilà les chiffres qui s'affichent. Et alors, je vais m'appuyer sur une citation. Vous disiez, il y a beaucoup de culpabilité, surtout chez les femmes, à demander à quelqu'un de cuisiner pour sa famille ou à s'occuper de ses parents. Est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé un programme qui s'appelle Dare to Care? C'est absolument pour ça. Le premier obstacle au recours au service à la personne, c'est la culpabilité qui pèse surtout d'ailleurs chez les femmes. Ouais. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, vous êtes une mauvaise mère. Si vous ne faites pas la cuisine, vous êtes une mauvaise cuisinière. Si vous vous occupez pas de vos parents âgés, vous êtes une ingrate. Si vous faites pas le ménage, vous êtes une feignasse. Ouais. Et on fait porter ça beaucoup plus Et on sur fait les femmes porter ça que sur les beaucoup hommes. plus sur les Encore femmes que sur les hommes encore aujourd'hui, parce qu'il y a un point qui est culturel. Et en fait, tout le point, c'est de dire, ben non, qu'est-ce qui est le mieux pour mes parents âgés? Est-ce que c'est que je me sacrifie et que j'arrête de travailler ou que je contraigne mon travail, mon équilibre personnel, mon équilibre familial pour aller faire quelque chose sur lequel je ne suis pas, par ailleurs, la plus performante? C'est pas parce que aimer n'est pas suffisant pour bien aider. Et donc, c'est pas parce que j'aime le plus ma vieille maman âgée que je sais comment prévenir les escarres, que je sais comment la porter sans lui faire mal et sans me faire mal. Et même si je sais faire, est-ce que c'est à moi de lui faire sa toilette intime? Vous voyez le point de destruction aussi psychologique. Psychologiquement, c'est pas bien, c'est pas sain de devenir le parent de ses parents. Nos parents, ils doivent rester nos parents. Et donc, confier à des professionnels le technique pour garder pour soi tout l'affectif. Et ça, c'est hyper important. Et alors, Oser confier ses parents à des professionnels qui vont faire le technique, parce que comme ça, nous, on se concentre, nous, les enfants, nous, les aimants, on se concentre sur notre rôle d'aimant. Convaincu sur ce principe. Ce programme Dare to Care, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de dire, oser porter attention, oser confier vos parents âgés, oser venir dans ce service pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes de ménage, et l'homme de ménage est une femme de ménage comme les autres, pour parodier un peu le film avec Elsa Zilberstein et Antoine Decaune, parce que ce sont des métiers qui sont absolument formidables. Parce que vous pouvez aussi entreprendre. Dare to Care, c'est aussi oser entreprendre dans les services à la personne. Et donc, c'est ça qu'on veut faire passer comme message, c'est oser porter attention aux autres. Et en portant attention aux autres, on crée aussi une société qui est plus belle. C'est une sorte de manifeste manifeste. Pour ces métiers-là aussi? C'est un manifeste pour ces métiers, pour dire que ce sont des super métiers. Et d'ailleurs, parfois, j'entends dire qu'il y a des problèmes d'attractivité parce qu'on a des problèmes de recrutement. Mais ça n'a rien à voir. On n'a aucun problème d'attractivité. Si je prends juste mon groupe, cette année, c'est 800 000 candidatures. Si j'enlève les candidatures qui sont en doublon en plusieurs marques ou qui sont sur plusieurs agences, c'est 400 000 candidatures uniques. Il y a 23 millions de salariés dans le privé. 400 000 candidatures, c'est-à-dire que j'ai 2% de la totalité de la population active française qui postule chez nous. C'est énorme. Il n'y a aucun problème d'attractivité. Oui, mais c'est quand même des métiers où le turnover est assez important. Ou alors, après, j'ai des problèmes de recrutement. Et j'ai parfois des problèmes de fidélisation, mais c'est surtout des problèmes de recrutement. D'accord. Parce que il y a plein de personnes qui postulent, parce que justement, elles voient l'intérêt de ces métiers, tout le sens de ces métiers. Mais la problématique, c'est qu'elles n'ont pas forcément les compétences qui sont attendues par nos clients et donc par l'entreprise. Parce que vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux. Et donc, comme vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, vous avez un niveau d'exigence qui est hyper élevé. Et ce niveau d'exigence, il se traduit aussi dans ce que nous, on attend de la part de nos salariés, parce que ce sont des métiers qui nécessitent, au-delà d'un socle absolument impératif qui est du savoir-être, des soft skills, ça nécessite aussi de la technicité et de la maîtrise technique. On y reviendra un peu plus tard sur le turnover et ce que vous mettez en place pour effectivement retenir vos salariés. Mais je voudrais qu'on parle du travail au noir, parce que vous avez réalisé une étude auprès de la population française pour analyser les pratiques dans ce secteur des services à la personne, travail déclaré, travail dissimulé. Quelques chiffres, par exemple, en 2025, 48% des prestations à domicile sont réalisées de manière non déclarée. Et pour 43% des Français, le travail non déclaré reste avant tout
une solution économique. Bon, quand vous commandez une étude comme celle-là, quel est votre objectif? Peut-être d'alerter déjà sur l'ampleur du phénomène, et puis ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Alors, ce type d'études, on les fait depuis 15 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que dans notre secteur, notre concurrent numéro 1, c'est le travail noir. D'accord. C'est le travail noir. On est sur un marché qui fait 23 milliards d'euros déclarés en France, et il y a à peu près la même chose qui se fait de façon non déclarée. Donc, avant de vouloir me battre contre mes petits confrères, peut-être qu'il faudrait qu'on s'attaque tous ensemble au travail noir. Donc, il faut comprendre quelle est l'ampleur de ce travail noir, qui d'ailleurs est très souvent du travail gris, c'est-à-dire je déclare quelques heures et il y en a d'autres que je ne déclare pas. Donc, quelle est l'ampleur? Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que les gens continuent? Et donc, on s'aperçoit aussi que la première problématique, c'est l'absence d'information. Déjà, la mauvaise connaissance sur le crédit d'impôt. Il y a un tiers des Français qui ne connaissent pas l'existence, et il y en a un tiers qui savent que ça existe, mais qui ne savent pas exactement quel est le montant, qui pensent que... Comment ils peuvent l'utiliser, est-ce qu'ils y ont droit, etc. Et quel est le montant. D'accord. Donc, il y a que un tiers des Français qui savent qu'il existe un crédit d'impôt et que ce crédit d'impôt est de 50% des sommes dépensées. Mais ça, c'est à l'État de mieux informer? Non, c'est aussi à nous. C'est à vous aussi. C'est à nous. Et c'est à nous d'être aussi une force pour expliquer à nos clients et à nos salariés, pourquoi le travail au noir, déjà, est économiquement pas plus intéressant que le travail déclaré grâce aux 50% de crédit d'impôt, mais aussi en quoi, quand on est un employeur, prendre quelqu'un au travail noir, c'est le maintenir dans une condition qui est socialement catastrophique. Pourquoi c'est socialement catastrophique? Et pourquoi c'est une forme d'esclavage moderne? Parce que si je prends une femme qui travaille au noir, si elle travaille au noir, elle n'a pas de fiche de paye. N'ayant pas de fiche de paye, elle n'a aucune protection sociale individuelle, elle n'a aucune possibilité non plus de louer un logement. Et donc, si jamais ça se passe mal avec son conjoint, elle est bloquée. Ouais. Elle est bloquée. D'ailleurs, dans l'étude, il y a ce chiffre, 6 Français sur 10 considèrent que le travail au noir freine la liberté des femmes, sont les premières à souffrir des conditions de travail. Mais bien évidemment. Et c'est ça dont il faut se rendre compte, parce que moi, j'ai entendu souvent des gens qui disent je l'emploie au noir, comme ça, elle gagne mieux sa vie. Pour lui rendre service. Mais pas du tout. Et ces gens n'étaient pas de mauvaise foi quand ils disaient ça. Ils le pensaient sincèrement. Non. Employer quelqu'un au noir, c'est absolument pas lui rendre service. Vraiment, vraiment pas. Et c'est aussi, il faut aussi prendre un risque pour soi en tant qu'employeur. Oui, bien évidemment, mais ce risque, il est... C'est pas le plus important. On va dire, il est largement théorique. Bien évidemment, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe de façon... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle. Le vrai risque, c'est si jamais il y a un accident qui se passe. C'est ça. S'il y a un accident, là, ça peut être dramatique. Moi, j'ai le cas de quelqu'un qui aujourd'hui est client chez nous parce qu'avant, il employait quelqu'un au noir et la personne a traversé une vitre. Elle n'a pas vu que la porte d'une baie vitrée, elle n'avait pas vu. Hop, elle s'est blessée très lourdement au bras et lui, il est obligé de payer à vie. Parce qu'en fait, comme la sécurité sociale n'est pas mise en place, la personne est handicapée, il est obligé de payer à vie. Donc, oui, il peut y avoir des risques très, très graves s'il y a un accident en particulier, ou si jamais, même, imaginez, il y a un vol chez vous. C'est une... Et vous allez après derrière la police pour dire, alors, c'est une dame ou un monsieur, et alors, j'ai son numéro de téléphone portable. Bon, j'ai pas les papiers. Elle m'a dit qu'elle s'appelle, je sais plus d'ailleurs. Ok, donc vous avez employé quelqu'un au noir qui est parti avec... Ok, on a bien compris les risques pour l'employeur. Un mot sur le crédit d'impôt, parce qu'on est dans une période d'arbitrage budgétaire, je vais employer ces termes les plus soft possibles. Est-ce que vous craignez qu'il soit remis en cause au nom d'économies qu'il faut faire par ailleurs mais bon. Alors, ma seule crainte, c'est l'idéologie. Parce que si vous êtes rationnel, vous constatez quoi? Vous constatez que 1 euro dépensé en crédit d'impôt rapporte, en fonction des services, entre 1,19 € et 1,30 €. Ce sont des chiffres sur lesquels Bercy est d'accord. À l'État? Oui, à l'État. En rentrée fiscale. En rentrée fiscale, en rentrée sociale. Et par ailleurs, évite quoi? Évite un coût de traitement social du chômage
parce que sinon, les personnes qui ne sont pas employées de façon déclarée sont non déclarées ou ne travaillent pas, et donc vous avez un traitement social du chômage. Et donc, économiquement, c'est aberrant de couper. Socialement, alors bien évidemment, ça serait totalement délirant de renvoyer des personnes qui, grâce au crédit d'impôt, ont un emploi déclaré, de les renvoyer dans une situation non déclarée. Socialement, sociétalement, économiquement, c'est pertinent. Donc le seul truc qui peut aller, c'est de l'idéologie où on se dit « Ah ouais, mais les services à la personne profitent avant tout à ceux qui ont les moyens de se les offrir. Et donc on va les taper le client en oubliant que le principal bénéficiaire, c'est qui ? C'est le salarié et l'État. Et le client, pour lui, déclaré ou au black, ça lui revient la même chose économiquement. Et donc, c'est là où ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul risque que l'on a est un risque idéologique. Parce que économiquement, on contribue à améliorer et à réduire le déficit de l'État, parce que c'est une dépense qui rapporte plus. C'est comme si demain, sur Bismart, on enlevait les journalistes. Je ne suis pas sûr que la chaîne s'en sortirait très bien. Pourtant, c'est le premier poste de dépense à Bismart. Oui, on n'a pas encore été remplacé par des hologrammes. Sur le fait d'être devenu une entreprise à mission, je vais rappeler la raison d'être de WeCare. Nous prenons soin des hommes et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, au mieux vivre, au mieux vieillir de toutes et tous dans la diversité de leurs attentes, tout en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. C'est toujours... j'adore, moi. Je l'adore. Oui, et puis c'est un moment de... quand on définit sa raison d'être, c'est un moment d'introspection pour une entreprise. Donc, c'est toujours intéressant. Pourquoi vous avez décidé de devenir entreprise à mission, qui est encore un cran supplémentaire ? Alors, pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que c'est notre ADN. Un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on était une entreprise à mission. En tout cas, on avait ça dans notre sang, dans notre ADN, depuis le départ, parce que WeCare, tout le sens qu'on avait donné derrière, c'est... très ancien, ça remonte très loin. Et puis, on intervient aussi dans un secteur dans lequel il y a des associations, dans lequel il y a beaucoup de public, et on est relativement proche, on a une mission de service public. On n'est pas une entreprise publique, mais on a une mission de service public parce qu'on rend des services à la population, et notamment aux plus faibles, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux jeunes enfants. Et donc, devenir entreprise à mission de service public, mission auprès du public, ça avait du sens aussi pour nous. Et ça permettait, et ça permet, et ça permettra de plus en plus de dire que dans un secteur où le sens est hyper prégnant, être une entreprise à mission, c'est aussi un élément rassurant pour nos clients, pour nos salariés et pour les tiers que sont les assistantes sociales des conseils départementaux, les financeurs, etc. Parce que quand on devient entreprise à mission, on inscrit un certain nombre d'engagements dans ses statuts. Absolument. C'est ça le changement majeur. Ça veut dire que vous pourriez rendre des comptes sur un certain nombre de ces engagements. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Vous le faites déjà. Mais c'est qu'on doit. Quand vous êtes entreprise à mission, non seulement vous avez défini cette raison d'être que je surkiffe et qui est dans notre maintenant qui sont dans nos statuts, qui est dans notre statut, mais on définit aussi les objectifs statutaires qui sont eux aussi inscrits dans les statuts. Et après, ces objectifs statutaires, vous allez les décliner en sous-objectifs auxquels vous allez associer des KPI, des éléments tangibles que vous allez devoir faire auditer. Un exemple. Un exemple, on a nos 4 objectifs statutaires concernent les salariés, les clients, l'environnement et l'impact territorial, et puis l'impact social. Et l'impact sociétal, avec notamment un fonds de dotation contre les violences faites aux femmes, etc. etc. Et donc, chacun de ces objectifs statutaires est décliné en sous-objectifs. Par exemple, on a un des sous-objectifs, c'est l'intégration des personnes en situation de handicap ou l'intégration de personnes très éloignées de l'emploi vers nos métiers. Et là-dessus, on a quelle est la quantité de personnes que l'on a réussi à emmener vers nos métiers, à accompagner vers nos métiers. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont auditées par un organisme tiers indépendant qui va vérifier. Donc, on a et un comité de mission qui va suivre la réalisation des missions, qui va orienter, etc. Et un organisme qui a
un comité indépendant et un organisme tiers indépendant qui est un cabinet d'audit, pour nous c'est KPMG, qui va aller vérifier que les engagements que nous avons pris sont suivis des faits. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la réduction des déplacements et des kilomètres effectués par nos salariés. Eh ben, ça fait partie des engagements que nous avons pris et sur lesquels on va vérifier combien de kilomètres. C'est aussi un moyen de progresser. C'est aussi un moyen de progresser, bien évidemment. D'année en année. On va terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes, mais on l'a déjà évoqué, sur la capacité à retenir vos salariés, à limiter le turnover. Vous disiez, dès l'origine, en 99, je voulais créer une entreprise qui ait un maximum d'impact sur la vie des gens. Or, si vous voulez des clients satisfaits, il faut des salariés épanouis. Comment vous arrivez à retenir vos salariés? Parce que c'est un métier où il y a quand même pas mal de turnover. Ça dépend des... Il y a un turnover important sur certains métiers et sur certaines zones géographiques. Par exemple, sur les métiers de la garde d'enfants, où on a beaucoup d'étudiants, les étudiants, ils ne restent pas et c'est structurel. Sur les métiers à plus forte vocation, comme un métier d'auxiliaire de vie, là-dessus, on a des gens qui restent très longtemps. Et puis sur les métiers, même sur les métiers d'assistante ménagère, qui sont nos métiers historiques, on a plein de salariés qui ont plus de 10, 15, 20 ans d'ancienneté dans le groupe. Donc, mais souvent, c'est les premiers mois qui peuvent être les plus importants. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour travailler la fidélisation? On travaille sur l'élément qui est central, qui est la qualité la qualité de vie au travail, et notamment, et ça passe par la qualité des plannings. C'est là aussi où on revient sur l'élément dont on parlait tout à l'heure. Quand je vais travailler sur les plannings pour réduire les temps de transport et les temps de trajet, eh ben, j'améliore la qualité de vie au travail de mon collaborateur qui va passer moins de temps dans les transports, moins de risques dans les transports, qui va dépenser moins d'argent en transport, et donc qui va avoir et une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure rémunération à la fin. Merci beaucoup Guillaume Richard et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Lucie Chaplin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable impact chez Happy, l'entreprise créée en juillet 2021, première supérette, combien de temps après? En novembre 2022 en Charente. Novembre 22 en Charente. C'est quoi Happy? Alors Happy, c'est un concept assez simple en fait. C'est des supérettes qu'on va dire en libre service, qui sont installées dans des petits bungalows de camping sur la place de villages qui sont dépourvus de commerce. Voilà. Donc l'objectif, c'est de redonner accès à un service de proximité aux habitants qui n'ont plus du tout de commerce alimentaire. Et on va voir comment vous faites baisser l'impact de cette activité. Mais d'abord, le constat sur le manque de commerce en zone rurale. En 1980, il y avait 25% des communes françaises qui étaient dépourvues de commerce. 40 ans plus tard, on est à 62% de communes françaises qui sont dépourvues de commerce. Ça, c'est un chiffre de 2021. 62%. Est-ce que ça s'aggrave encore ou est-ce qu'avec la prise de conscience, on a réussi quand même à arrêter l'aggravation de cette Alors, il y a des commerces qui ferment encore, bien sûr, mais la tendance revient à la proximité quand même. Donc, on voit pas mal d'initiatives qui se créent par-ci, par-là, sous différentes formes, pour vraiment recréer le commerce de village. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent quand même sur le sujet. Ces supérettes, Happy, où et comment elles sont installées? Qu'est-ce qui fait que vous dites, tiens, là, il faut qu'on y aille? C'est une commune qui vous contacte? C'est vous qui repérez les zones les plus intéressantes? Un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appels entrants de communes qui ont vraiment envie d'ouvrir un commerce. Et après, nous, on sélectionne des communes sur certains critères, on va dire géomarketing. Donc, ça correspond à un nombre d'habitants, minimum 700 habitants dans le village, avec une route avec un trafic quand même assez important. Et après, on regarde aussi l'âge des habitants. Voilà, donc en fait, c'est un mix de tout ça qui fait qu'on peut y aller. Il faut qu'il y ait quand même assez de monde pour que la supérette tourne. Voilà, mais c'est le mix de tous ces critères en fait qu'on regarde. Et puis après, la motivation de la mairie pour nous accueillir. Supérette en libre service. Donc ça veut dire qu'on y trouve quoi déjà comme produit? Est-ce que le fait d'être en libre service, ça réduit un peu les choix, il y a un peu moins de produits frais? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans vos supérettes en fait? Alors vous seriez surpris en entrant parce que c'est tout petit à l'extérieur, mais quand on est dedans, ça paraît immense. C'est 40 mètres carrés. On y trouve vraiment 700 produits du quotidien qui répondent à tous les besoins. Donc en fait, vous pouvez faire un panier de courses
pour une famille pour la semaine. Il y a du frais, il y a des légumes, il y a de la viande. Il y a aussi toute l'hygiène de la maison, hygiène corporelle. Vous pouvez trouver des croquettes pour chat. Voilà, donc on trouve tout ça à prix supermarché. Il y a des produits locaux, il y a du pain quand il n'y a pas de boulangerie dans le village. On fait la vente du journal local aussi. Voilà. Donc voilà, vous trouvez tout ce qu'il faut pour faire un panier de courses. Mais par contre, vous n'avez pas trop de choix. C'est-à-dire qu'on appelle à la sobriété des gens, voilà, et du commerce. Il n'y a pas 40 jambons blancs, il y a 2 jambons blancs. Voilà, donc par contre, c'est un gain de temps pour les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils ne font pas la queue. Et alors, on en vient, et on va terminer évidemment cette interview là-dessus, sur l'impact d'une solution, d'une entreprise comme la vôtre, qui est labellisée Bicorp. Donc, Oui, ça veut dire que vous avez intégré cet enjeu et cet objectif. Comment vous réduisez votre impact, en fait? Déjà, c'est simple, le modèle en tant que tel, il fait que les gens se déplacent moins. Donc en fait, on diminue de 20%, on a fait des mesures là, on diminue de 20% les kilomètres parcourus et donc l'empreinte carbone voilà, qu'on émet par rapport à la grande distribution classique. Donc tout ça, c'est lié au fait qu'il y a un quart de nos clients qui viennent à pied ou en vélo, déjà. Nos bungalows sont éco-conçus, on ne consomme pas d'eau, on a une faible consommation en énergie par rapport à une grande surface. Et on a cet échantillon de produits qui est très restreint, en fait. Et l'impact produit, il est énorme, en fait, dans la grande distribution. C'est 60% des émissions de carbone. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est un modèle de consommation un peu frugal? Ouais, de sobriété, oui, on revient à l'essentiel. Après, il faut que les gens s'habituent. Au début, c'est dur. Ouais. Je retrouve pas mes produits, j'ai pas l'habitude. Et bien, en fait, quand ils y prennent l'habitude et qu'ils voient qu'ils gagnent du temps, que c'est un confort, bah, ils y reviennent. Et puis, c'est comme ça qu'on gagne la confiance, en fait. Est-ce qu'il y a de la place pour des produits bio ou est-ce que, finalement, ils ne sont pas prioritaires? Aujourd'hui, on a 8% de l'assortiment en bio. Ouais. Donc, sur des produits essentiels, on va dire du lait, des œufs, on fait vraiment l'effort de pouvoir proposer systématiquement un bio en face du conventionnel. Voilà. Il y a l'alternative, en quelque sorte. Oui, les gens ont le choix quand même. Merci beaucoup, Lucie Chaplin, et bon vent aux supérettes Merci. Happy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain.